Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour, à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée pour démarrer la semaine, le dossier Danone évidemment à la une. On y reviendra avec nos invités et notamment ce soir dans Planète Marché à partir de 18h30. Danone avec désormais une gouvernance en transition puisque le conseil d'administration qui s'est tenu hier soir sans Emmanuel Faber a décidé de remercier donc le président du conseil d'administration Emmanuel Faber avec effet immédiat. C'est Gilles Schnepp, actuel administrateur du groupe, ancien PDG de Legrand évidemment, qui récupère donc la fonction de président du conseil d'administration avec comme priorité immédiate le recrutement d'un nouveau ou d'une nouvelle directrice générale pour le groupe Danone. La réaction de marché est positive, il faut le noter, puisque Danone bondit de plus de 4% actuellement en tête des hausses du CAC 40 à plus de 60 €. Le résumé complet de cette séance à mi-parcours en Europe, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Une semaine qui sera très chargée sur le plan des publications statistiques. On aura notamment la partie consommation aux États-Unis avec les ventes au détail pour le mois de février qui seront publiées en début de semaine. Et puis surtout une grosse semaine marquée par les banques centrales. Après la BCE la semaine dernière, ce sera au tour de la Réserve fédérale américaine, mais également de la Banque d'Angleterre ou encore de la Banque du Japon d'assurer leur réunion de politique monétaire et leur communication mensuelle. On notera également d'autres banques centrales de plus petite envergure qui se réuniront cette semaine. La Banque de Taïwan, la Banque de Turquie, de Norvège ou encore du Brésil qui rendront également des décisions ou des communications sur leur politique monétaire. Et puis bien sûr, comme chaque début de semaine, chaque lundi à la mi-journée, le plan de trading, ce sera à suivre dans un instant avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Les marchés européens ont donc effacé la crise pandémique, les 3 semaines de secousses intenses qui avaient marqué les marchés entre mi-février et mi-mars 2020. Le CAC est revenu au-delà des 6000 et continue de progresser. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours en légère hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris au sein d'une séance qui s'annonce assez calme en termes de nouvelles macroéconomiques. Les indices européens tout d'abord qui bénéficient aujourd'hui encore de l'espoir d'une reprise prochaine de l'économie américaine à la suite de la mise en application du plan de relance aux États-Unis et de l'envoi des chèques de 1 400 $ aux Américains dès ce week-end. Une amélioration des perspectives et une augmentation du pouvoir d'achat qui continue d'ailleurs d'alimenter les craintes inflationnistes aux États-Unis. Sur ce sujet, justement, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a déclaré ce week-end à la télévision que les risques inflationnistes restent limités et gérables. Cela n'empêche pas plusieurs analystes d'estimer que l'amélioration des perspectives de croissance devrait pousser la Fed à revoir ses propres perspectives de croissance et donc d'inflation. Des anticipations qui pousseront donc les investisseurs à scruter de près la prise de parole de Jérôme Powell mercredi à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Et dans ce contexte, on notera que les rendements obligataires sont toujours au plus haut. Après avoir touché 1,63% ce matin, le taux américain à 10 ans revient aux alentours des 1,61%. Le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,37%. Les investisseurs qui gardent également un œil sur la situation sanitaire actuelle, alors que l'Italie a pris la décision de reconfiner toute sa population à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 6 avril prochain. En France, la question de nouveaux confinements locaux est toujours d'actualité avec l'Île-de-France en première ligne. Sur le front du vaccin également, après le Danemark, la Norvège ou la Suède, les Pays-Bas ont à leur tour décidé de suspendre l'utilisation du vaccin développé par AstraZeneca à cause de craintes d'effets secondaires. Une décision qui devrait ralentir encore les stratégies de vaccination européennes, alors même que selon Reuters, le groupe britannique donc AstraZeneca estime qu'il ne pourra tenir ses objectifs de livraison que si une des usines de production située justement aux Pays-Bas est homologuée par l'Union européenne. AstraZeneca qui se défend de son côté de tout effet secondaire provoqué par son vaccin. Aux États-Unis, la campagne de vaccination s'accélère de son côté avec un retour à la normale prévu selon Joe Biden le 4 juillet. Et du côté des valeurs qu'il faut suivre à présent à la Bourse de Paris, on notera que Emmanuel Faber, qui avait déjà accepté de lâcher la direction générale de Danone, vient à présent d'être écarté de la présidence du groupe par son conseil d'administration. Une décision qui intervient après plusieurs mois de bras de fer avec plusieurs fonds activistes actionnaires de l'entreprise, Bluebell Capital et Artisan Partners en tête. Emmanuel Faber qui est immédiatement remplacé par Gilles Schnepp,
Stepp, ancien PDG de Legrand, tandis que le groupe cherche toujours son prochain ou sa prochaine directeur général ou directrice générale. Stellantis procède de son côté aujourd'hui au détachement des droits liés à la distribution de sa participation dans Faurecia à ses actionnaires. Chaque actionnaire Stellantis recevra ainsi 0,017 actions Faurecia par action Stellantis, mais également un peu moins de 1 centime d'euro par action Stellantis détenue, donc en numéraire cette fois-ci. Une opération qui devrait être effective au plus tard le 22 mars. Et on notera également à l'international que H&M dévoile des ventes en recul de 27% pour son premier trimestre décalé, là où les analystes attendaient un repli de 30%. Et on finit ce point de la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole qui est donc à la mi-journée juste en dessous des $70, tandis que l'once d'or est de son côté juste au-dessus des $1 700. Et sur le marché des changes, l'euro-dollar est lui juste au-dessus des 1,19 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, c'est le plan de trading avec Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. 2 éléments importants à noter déjà sur le calendrier de la semaine. Les États-Unis qui sont déjà passés à l'heure d'été, donc on a un décalage réduit à 5 heures pendant 2 semaines avec New York qui ouvrira à 14h30 heure française pour clôturer à 21h heure française pendant les 15 prochains jours. Et puis l'autre élément d'importance, c'est une semaine d'échéance, une échéance trimestrielle donc qui marquera la fin de ce premier trimestre boursier ce vendredi avec l'expiration de différents produits dérivés sur les marchés actions romains. Une fois qu'on a dit ça, le CAC est désormais au-delà des 6000 points, 6064 points au moment où on se parle. Évidemment, il faut reconnaître une forme d'optimisme, j'imagine, quand même, dans cette dynamique de marché qui profite à l'Europe un peu plus qu'aux autres. Oui, une surperformance européenne qui était bien marquée, qu'on a tous observé. Et sur l'indice parisien, 6064, en fait, c'était une cible graphique qu'on avait évoquée il y a quelques temps, une figure de continuation haussière qu'on observa, et dont on a touché la cible ce vendredi, et sur laquelle on a buté un peu, 6066,5 sur le futur CAC 40. Donc oui, l'optimisme qui est prudent, et ce qui est tant mieux. On avait un peu d'incertitude il y a une dizaine de jours, avec un marché qui était un peu désorienté, des accélérations baissières, qui étaient repayées rapidement toujours, mais c'est pas très bon de marché d'avoir des oscillations aussi importantes. Et puis un marché qui s'est stabilisé, qui s'est calmé et qui a finalement confirmé cette structure de retournement haussière. Donc plutôt intéressant, plutôt solide. Ce qu'on peut dire du côté des marchés dérivés de la position ouverte, c'est que sur le futur CAC 40, le point de départ de l'accélération s'est fait sur fond de contre-pied. Une fois encore, les vendeurs avaient commencé à attaquer, beaucoup de contrats futurs ouverts à la baisse. Et puis en début de semaine dernière, contre-pied, mouvement de hausse et un peu d'intérêt qui s'est construit à partir du 9, 10, 11 mars sur le futur CAC 40. Alors un petit peu d'intérêt, c'est pas gigantesque. On a ouvert 5000 contrats futurs sur une position totale qui est à 235 000 contrats, entre 5830 et 6040 points. D'accord. Donc on a ouvert, il y a de l'intérêt dans la hausse, c'est plutôt signe de soutien, mais on pourrait considérer que souvent ces mouvements se font avec un peu plus de soutien, c'est quand même du soutien aussi. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des options, dans le ratio de couverture, là où on s'inquiétait d'un niveau de complaisance, qui a donné un peu de volatilité d'ailleurs, on l'a vu, eh bien les investisseurs sont couverts dans la hausse du 11 mars, dans la journée de hausse du 11 mars, donc ils ont tout de suite sécurisé les gains manifestement. Quand on a accéléré le 11 mars, il y a deux lignes importantes ouvertes sur du put 5875 et du put 5950, donc des niveaux à surveiller. Et il y a une très grosse ligne d'options sur le mois de mars, sur le put 6000 déjà. Donc il y a cette zone 5875-6000 qui sont des zones charnières à surveiller, puisqu'on arrive à cette semaine d'échéance des marchés dérivés, et qui va nécessairement... c'est quoi la zone à défendre là? C'est ce qu'il faut si on se fixe un objectif pour la semaine et pour cette échéance trimestrielle, 5875-6000, c'est la zone à défendre sur le futur CAC 40. Forcément, puisque c'est autour de ce niveau-là que vont s'articuler les marchés, et donc en fonction du fait qu'on s'appuie dessus ou qu'on rompe la zone ou qu'on l'intègre, il va y avoir des accélérations nécessaires pour des raisons techniques, puisque les hedgers, les arbitragistes vont devoir couvrir et équilibrer leur position avec des futurs ou en équilibrant sur d'autres positions d'options. Donc ça va être probablement une semaine un peu volatile, mais oui, pour l'instant, avec un peu de protection des portefeuilles, ce qui est un peu rassurant sur les niveaux actuels. Optimisme prudent, comment est-ce que ça se traduit techniquement sur les indices européens? Alors il faut déjà noter effectivement toujours la différence de calcul du CAC 40 qui fait qu'on regarde
très souvent le CAC hors dividende. Regardons pour commencer peut-être le CAC 40 dividende inclus qui permet de le comparer notamment au DAX allemand. Il faut noter que cet indice-là, le CAC 40 Total Return, est revenu sur ses plus hauts historiques. Et ils vont en forme un nouveau plus historique encore ce matin sur l'indice CAC 40. Donc si on intègre effectivement comme le DAX les dividendes, voilà la configuration de l'indice CAC 40. Le même CAC 40 cash, c'est pas du futur, mais voilà, et donc il a des niveaux de plus de 16 000 actuellement, et on voit qu'il oscille de façon très propre au sein d'un canal aussi de long terme, et qu'on est allé quasiment toucher la borne haute ce matin. Donc c'est un niveau technique important. On sait que les indices majeurs ont atteint ou débordé, comme le S&P qui a largement débordé le haut de canal. Le Dow Jones l'a fait aussi, on en avait beaucoup parlé, 30 090 points, autour duquel le Dow Jones a oscillé pendant plus d'un mois avant de réussir à le déborder. Il l'a fait aussi, je ne parle pas évidemment du Nasdaq, mais donc voilà, c'est un niveau clé, c'est un niveau charnière, et peut-être qu'il y a au moins une pause, ou en tout cas une accélération haussière à venir qui devient un peu limitée sur les indices, du fait qu'on atteint des niveaux clés, des niveaux majeurs, mais qui ont été débordés sur les autres indices, Bien donc plutôt encore de l'intérêt. Des sommets qui pourraient peut-être justifier une forme de pause sur les indices européens. Là, on regarde le CAC 40 dividendes réinvestis, mais sur les autres grands indices européens, on retrouve là aussi ce genre de phénomène de résistance qui pourrait peut-être inciter à marquer une pause, Romain ? Effectivement, mais qu'on a atteinte et qui vont probablement être débordés dans les semaines ou mois qui viennent. On le retrouve quoi ? Donc sur l'Eurostock 50 ? Sur l'Eurostock 50, que vous voyez ici, les cercles bleus montrent les points hauts. Ce sont des points importants, c'est 2014, 2015, 2019 évidemment, où on a buté et où la pandémie a entraîné le marché à la baisse. Et on y revient. Et on est très proche sur l'Eurostock, donc vous voyez que le niveau de 3865 va être charnière. Est-ce qu'on va aller se rappuyer sur 3616 avant, consolider un peu entre ces deux bornes-là ? En tout cas, on y est. Et il y a un mois jour pour jour, on évoquait ces indices européens qui pouvaient surperformer. C'était le 12 février. Et donc, on constate que voilà, il y a une surperformance claire et des niveaux techniques qui sont en train d'être testés et qui probablement seront débordés dans les semaines ou mois qui viennent. Bon, on le voit sur des indices européens, alors qui sont peut-être plus en retard que d'autres. Je pense à l'IBEX en Espagne, le MIB italien également. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces indices de pays dits périphériques en zone euro, Romain ? Qui sont des indices très en retard. Si on regarde le MIB, par exemple, on va voir qu'il est effectivement très en retard, qu'il a consolidé. Alors lui, c'est carrément 4 fois qu'il a buté sur le niveau de 24 080 points depuis plusieurs années. On y retourne, et là, avec un peu plus de force, avec de l'intérêt, avec une surperformance européenne, on se dit que c'est des niveaux qui vont pouvoir être débordés. On constate aussi qu'on arrive à un niveau technique charnière. Donc on l'atteint, peut-être une pause à venir. Si on réussit à déborder, à s'installer au-dessus de ces niveaux, donc le niveau de 24 080 points sur le MIB, c'est intéressant. Nous, on était entré dessus et on conserve la position avec des cibles intéressantes de 26 940 dans un premier temps, 32 880. Il faudra un peu plus de temps, mais ce sont des cibles techniques qu'on va observer. Encore une fois, tout ça est une feuille de route, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Non, bien sûr que non. C'est ce qu'on observe avec des niveaux d'alerte, 21 240 points étant le niveau d'alerte pour le MIB. Mais on voit qu'il se passe des choses sur les indices européens. C'est quand même des niveaux dans lesquels le MIB a évolué depuis 10 ans. Donc, il va falloir des éléments pour les déborder. Peut-être une prise d'élan, mais c'est signe d'intérêt possible à venir dans les jours qui viennent. Bon. Et c'est un peu la même chose sur l'IBEX. L'IBEX espagnol, donc. L'indice espagnol. Lui, il a franchi un niveau. Alors, c'est de moins long terme aussi, mais les 8410, il est passé au-dessus. On voit qu'il y a cette oblique noire qui est une ligne de tendance baissière de long terme qu'il va falloir déborder aussi. Mais on a franchi un niveau sur l'IBEX qui sous-performe. Donc, il y a manifestement de l'intérêt qui se développe sur des indices en retard en Europe. Ça donne du potentiel encore à venir sur les marchés européens, manifestement. Bon, on verra de quelle manière, effectivement, ces marchés européens peuvent se rendre un peu moins dépendants peut-être des marchés américains. Quand on regarde la partie américaine, évidemment, la question tourne autour du Nasdaq, qui a mis fin la semaine dernière à 3 semaines consécutives de performances hebdomadaires négatives. On a réussi à avoir une performance hebdomadaire positive sur le Nasdaq la semaine dernière. Est-ce que ça permet de, je sais pas, réconcilier un peu la situation, ou est-ce que l'indice Nasdaq reste dans une situation compliquée, sous pression, avec bien sûr la mécanique de remontée des taux longs aux États-Unis qui pénalise particulièrement cet indice? Alors, il y a une situation qui est effectivement de doute. Elle est technique, elle est assez brutale, assez rapide, on le voit. On avait déclenché une structure de retournement baissière en épaule tête épaule, dont on n'a pas atteint l'objectif baissier. Donc ça, c'est plutôt un signe de force, mais on avait quand même baissé assez fortement. On est repassé au-dessus de ce niveau charnière, la zone 12 760, qui va être vraiment le niveau d'alerte de court terme. 12 685, c'est cette zone, 12 685, 12 760. Tant qu'on est au-dessus, il y a plutôt un signal haussier positif. Et on a invalidé pour l'instant cette figure baissière, mais on voit des grandes mèches
mèche en bas de marché, donc de l'intérêt aux alentours de 12 210, mais un peu de reflux dès qu'on atteint des niveaux plus hauts. Tout se joue autour des 10 ans US, pour l'instant, c'est vraiment ça qui joue. C'est plutôt une situation de sérénité, puisqu'on a réussi à rebondir et à invalider le mouvement baissier. On s'achemine pour l'instant vers un grand trading range 12 210, 13 535 sur le Nasdaq, et il pourrait y avoir aussi une forme de pause, une forme de consolidation latérale qui se met en place pour l'instant. Bon, plus de 1,60, 1,63 sur le 10 ans US au moment où on se parle, avec la réunion de la Fed devant nous cette semaine. Si on zoome sur le CAC 40, le futur CAC qui se traite donc cette semaine encore, le futur février, vous nous disiez la zone à défendre c'est 5875, 6000 points. Voilà. On est plutôt dans le haut évidemment de cette borne. On est largement dans le haut. Ce qu'on constate, c'est qu'il y avait une figure en épaule, tête, épaule inversée de continuation, où j'ai marqué par des ETE que vous voyez entre les deux bandes bleues. Donc c'était selon la façon dont on veut le voir, soit un canal de consolidation, soit une figure de continuation haussière. Elle était un peu tordue, elle avait de petites épaules, on la mettait en doute, mais force est de constater qu'après 10-15 jours d'oscillation au-dessus de la ligne de coup, autour, donc au-dessus de 5672 points, on a réussi à repartir et aller chercher la cible au point près. On voit que ce matin, on bute dessus 6066,5. C'est un marché qui reste extrêmement technique. Alors ça ne veut pas dire que le marché s'arrête là, on a toujours du potentiel de hausse. Après, c'est une cible minimale. Et donc on a des extensions qui sont intéressantes, 6101. J'ai laissé beaucoup de points, puisque ça peut laisser des niveaux intraday pour ceux qui font du trading. Mais 6101 est une cible importante, 6138 est intermédiaire, et 6160 me semble, et sur l'indice CAC 40 cash comme sur le futur, des niveaux vraiment clés. Donc on pourrait, pourquoi pas, aller chercher des extensions sur ces niveaux-là. Pour l'instant, on voit qu'on est en train d'absorber, de digérer ce niveau cible technique qui s'est formé au point près la semaine dernière, qui donc a confirmé un mouvement haussier. L'alerte de court terme, c'est 5992 points. L'alerte de moyen terme, elle est plus basse, c'est entre 5700 et 5750. Mais pour l'échéance, pour la fin de la semaine, le niveau de 5875, 6000, il va falloir le surveiller de près. Oui. Bon, et puis un mot de l'euro-dollar qui va être lui aussi au centre de toutes les attentions après la réunion de la BCE la semaine dernière, avec la réunion de la Fed cette semaine. C'est vrai que c'est un des grands contre-pieds de début d'année par rapport au consensus de début d'année, le raffermissement du dollar et la baisse de l'euro-dollar, toujours entre 1,19 et 1,20 au moment où on se parle. C'est ça. Alors on avait un signal haussier fort, on pensait qu'on allait déborder le niveau de 1,2228, on a buté, et là pour l'instant on crée pour moi une consolidation dans un petit canal que vous voyez en noir, qui pour l'instant est plutôt une consolidation, même s'il y a eu un mouvement d'accélération baissière un peu marqué, mais il était poussé par une position spéculative qui avait fortement augmenté. On constate depuis une quinzaine de jours que la position spéculative sur l'euro-dollar baisse beaucoup, alors que le marché a donné un contre-pied en fin de semaine dernière avec un rebond au-delà de 1,1920, en tout cas de préserver ce niveau-là. On peut surveiller un éventuel rebond à court terme en tout cas. Pour l'instant, le grand trading range, c'est 1,1606, 1,2228. On reste dans la borne haute de ce trading range, au-delà d'un 19,20. Si on arrive à aller attaquer un 22,28, les cibles suivantes, c'est un 25,42. La grosse cible de moyen terme, je l'indique là, c'est pas pour tout de suite, mais un 29,71. Donc, pas d'alerte avant un 14,35, on voyait qu'on est loin, mais pour l'instant, un biais assez neutre entre ces deux bornes-là. Donc un marché à surveiller, mais sur lequel il pourrait y avoir un contre-pied à nouveau, en tout cas à court terme. Bon, et puis un petit mot pour finir de Danone. Alors là, c'est valeur spécifique qui fait l'actualité aujourd'hui, mais on en parlait déjà avec vous il y a plus d'une semaine. Alors on n'était pas à 60 € sur Danone à l'époque, on était quelques euros en dessous, et vous disiez que ça devenait une valeur peut-être intéressante techniquement parlant. J'imagine qu'avec la hausse du jour, ça renforce encore le cas d'investissement technique sur Danone. Oui, là c'est mieux. Ouais. Mais effectivement, il y a une quinzaine de jours, il y avait une structure de retournement. Alors on peut la voir comme un creux marqué ou une structure de retournement en épaule tête épaule inversée. En tout cas, il y avait un niveau à surveiller, c'était le niveau de 58. On est rentré dedans un peu en dessous parce que le ratio risque-rendement est toujours intéressant. On sait qu'on a un stop plus court si on intervient un peu avant la ligne de coup. On a franchi ce niveau de 58, ce qui était vraiment ça, je crois que c'est 57,90 précisément. Et là, on ouvre la voie à une accélération aussi un peu plus marquée, avec une zone d'objectif qui se situe entre 70 et 72 sur le titre, tant qu'on préserve donc ce niveau de 58 qui devient maintenant assez charnière. Mais voilà, un potentiel qui se développe et manifestement un marché qu'il avait un peu anticipé. Donc pas mal de choses à dire de ce côté-là et sur pas mal de valeurs qui donnent de l'intérêt en ce moment. On est rentré ce matin par exemple sur ADP, qui donne des potentiels de reprise aussi, qui sont des valeurs en retard intéressants. Marché technique, marché de stock picking également, c'est un peu l'ambiance de début d'année qu'on vous décrit, avec des marchés européens qui s'en sortent au final plutôt bien. Aujourd'hui encore, le CAC évolue au-delà des 6000 points et Danone à plus de 60 € est en tête du CAC à mi-séance. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct.
Et bien sûr, la grande question de la semaine, qu'attendent de la communication de la Banque centrale américaine qui va se réunir pour son comité de politique monétaire à partir de demain jusqu'à mercredi soir. Frédéric Ducrozet est avec nous par téléphone, en visio même, depuis Genève pour en discuter. Stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Frédéric, comment est-ce que la Fed peut d'une part reconnaître la forte reprise qui arrive aux États-Unis et qui va sans doute se matérialiser, s'accélérer dans les prochaines semaines et les prochains mois, une reprise qui sera sans doute agrémentée d'un soupçon d'inflation supplémentaire, tout en maintenant sous contrôle des marchés obligataires américains notamment, qui sont sous pression, et une pression qui ne retombe pas encore en ce début de semaine, Frédéric. Cette banque centrale est dans une situation un petit peu délicate. On a vu la Banque centrale européenne ouvrir cet exercice de communication plutôt bien, finalement, la semaine dernière, à en juger en tout cas par la réaction de marché. On va voir ce que fait la Banque centrale américaine. La grosse différence, évidemment, c'est qu'elle est au cœur du système, elle est au cœur de la relance budgétaire. On pourrait d'ailleurs appliquer ces quelques mots qui s'appliquaient au dollar il y a quelques décennies. Ce sont les taux d'intérêt, ces taux d'intérêt, mais notre problème à nous dans le reste du monde, parce que quelque part des taux à 1,63 sur le 10 ans aujourd'hui aux États-Unis, c'est plus que justifié. Je pense, en tout cas, d'un point de vue fondamental, il devrait même être probablement déjà plus proche de 2% en appliquant des modèles macroéconomiques très simples, basiques. Et évidemment que la Banque centrale américaine, comme les autres, va faire en sorte que ce resserrement monétaire ne soit pas prématuré, ne soit pas non désiré et n'ait pas des conséquences négatives pour l'économie au moment où l'économie réouvre et où on a les premiers signes de reprise. Mais néanmoins, elle a quand même peut-être plus d'outils à son éventail, peut-être plus de possibilités en termes de communication et d'action. La première, c'est d'abord de parler des anticipations de marché en termes de hausse de taux d'intérêt, qui maintenant se sont avancées fin 2022, début 2023, avec un rythme de hausse de taux que peut-être Jérôme Powell décrira comme effectivement prématuré. On verra également quelles sont bien sûr les prévisions, les fameux dots des membres de la Fed. Combien de membres de la Fed, compte tenu de la relance budgétaire, avancent potentiellement leurs propres prévisions de hausse de taux d'intérêt à 2023, ça c'est un élément clé. Et puis il y a le quantitative easing, les achats d'actifs qui sont restés sur un rythme relativement stable aux États-Unis, qui n'ont pas réagi, contrairement à ce qu'on va observer maintenant en Europe, à cette remontée des taux. Donc ça fait quand même une gamme d'outils et de communication que la Fed devra probablement activer dès cette semaine pour ne pas décevoir les marchés qui en attendent quand même beaucoup. Est-ce que la Fed doit se montrer, selon vous, Frédéric, très attentive au fonctionnement du marché obligataire sur fond de déluge d'émissions du Trésor américain? Alors, c'était 120 milliards la semaine dernière, mais le rythme va se poursuivre. On aura plus de 400 milliards d'émissions de dettes nettes, de nouvelles dettes ce mois-ci aux États-Unis. Est-ce que c'est un sujet pour la Fed? Est-ce que la Fed peut elle-même absorber en grande partie ces émissions? Est-ce qu'elle peut compter sur des acheteurs étrangers qui ont plutôt fait défaut, on va dire, dans le passé récent? Comment est-ce que la Fed peut regarder cette situation, Frédéric? Je pense même que c'est le sujet central, le essentiel, qui paraît très technique quand on parle d'émissions de dettes de trésor américain toutes les semaines, quelque chose que suivent les traders, les analystes spécialisés dans ce domaine-là, mais maintenant qui prend une importance bien au-delà du marché obligataire. Le fait que ces émissions se soient plutôt très bien passées la semaine dernière a contribué à la performance des marchés actions, par exemple, tout simplement. Alors que le taux 10 ans atteint un nouveau point haut au-dessus de 1,60, on a un marché qui se comporte plutôt bien. Même le Nasdaq, même la tech en fin de semaine a réussi à se reprendre, donc à limiter la casse en tout cas. Donc je pense que vraiment ce fonctionnement, cette plomberie, cette tuyauterie monétaire sur le marché obligataire américain est essentiel. Et de ce point de vue-là, le marché va attendre la Fed sur un sujet très technique de régulation bancaire, qui est le ratio d'endettement supplémentaire, le SLR pour les banques, qui jusqu'à présent a bénéficié d'une exemption. Les banques peuvent en quelque sorte acheter plus de dettes, absorber plus de dettes d'État sans que ça compte pour leur ratio d'endettement et de levier. Et donc, ce n'était pas un souci pour le marché, mais ça arrive, cette exemption arrive à son terme et la Fed devra prendre une décision avant la fin du mois de mars. Si effectivement, cette règle et cet assouplissement est tendu au-delà du mois de mars, ce serait peut-être une raison supplémentaire pour le marché obligataire pour pousser un ouf de soulagement et calmer l'ensemble des marchés, en plus de la communication plus fondamentale, j'allais dire, de la Fed. Oui, mais j'entends aussi votre remarque sur le fonctionnement de marché. Frédéric, c'est vrai que la semaine dernière a été intéressante parce qu'on a eu toujours cette pression sur le marché obligataire américain avec un 10 ans maintenant autour de 1,60 franchi même, mais un Nasdaq qui a réussi à rebondir d'une certaine manière ces derniers jours. Est-ce que les marchés, les investisseurs globaux commencent à s'accoutumer à l'idée de cette remontée des taux longs? Est-ce qu'un objectif de 2% sur le 10 ans américain
américain qui paraissait sans doute très délétère ou très douloureux il y a encore quelques semaines devient quelque chose de plus doux dans l'esprit des investisseurs aujourd'hui? Alors 2%, il y a le côté symbolique, il y a peut-être des niveaux de douleur pour les valorisations des marchés actions qui restent tendus. Peut-être que 2% ne serait pas facile à digérer, mais néanmoins, c'est tout à fait ça. C'est pas l'idée du niveau absolu, un 50, un 60, 2% ou peut-être au-delà l'année prochaine. C'est encore une fois ce qui compte, le processus de repricing, ce processus selon lequel on amène le marché à un niveau de taux d'intérêt plus élevé. Tant qu'il se passe de manière plutôt ordonnée comme la semaine dernière, je pense que d'une part, ça calme les marchés, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut digérer. Et puis d'autre part, ça conforte les banques centrales qui, dans l'ensemble, et surtout Powell à la Fed, ont adopté cette situation presque complaisante, en tout cas qui consiste à voir le verre à moitié plein et qui est fondamentalement correct, je pense, et qui est de dire on a un énorme plan de relance qui arrive, l'économie va réouvrir, la vaccination, la campagne de vaccination aux États-Unis accélère très fortement, tous les voyants sont au vert. Nous sommes par ailleurs dans un régime, et c'est fondamental, d'average inflation targeting, l'idée qu'on va laisser l'inflation idéalement aller un petit peu au-delà de 2% pendant quelques mois, et ça ne nous dérange pas. Tout ça, bout à bout, on a une constellation, encore une fois, alignée des astres pour que les marchés continuent de se comporter comme il faut. Il faut, pour que ça continue, que cette plomberie fonctionne, qu'il n'y ait jamais de couac, que ce soit en termes de demande étrangère, vous avez bien fait de le mentionner, pour les bons du Trésor américain, et puis que ce soit, je pense encore de façon encore plus importante, en termes d'absorption de ces émissions qui vont devenir de plus en plus grosses. Fondamentalement, la Fed, comme les autres banques centrales des pays développés en tout cas, absorbe la quasi-totalité des nouvelles émissions de dette de l'État qui sont liées au programme de relance et au programme d'aide à l'économie pendant la pandémie. Et ça doit continuer, c'est la stratégie. Tant que c'est le cas, je pense que la Fed peut rester raisonnablement confiante. Bon, le plombier Powell, donc à la manœuvre, ce sera la conférence de presse à suivre mercredi soir. La décision de la communication aura lieu à 19h heure de Paris. Je rappelle qu'on a un décalage temporel réduit entre la côte est des États-Unis et l'Europe pendant 15 jours. Frédéric, un dernier mot de politique. Il faut s'intéresser à la politique allemande avec la perspective des élections générales cet automne. Et on avait déjà un test compliqué pour la CDU d'Angela Merkel, puisque la CDU ressort passablement affaiblie de 2 scrutins régionaux qui se tenaient ce week-end dans le Bade-Württemberg et la Rhénanie-Palatine. Quels enseignements les investisseurs doivent-ils à ce stade retenir de cette défaite ou cet affaiblissement de la CDU en Allemagne ? Que le parti conservateur allemand n'est toujours pas prêt pour l'après-Merkel. Tout simplement, Armin Laschet a été effectivement nommé à la tête du parti, mais rien n'est moins sûr quant à la nomination du prochain candidat à la chancellerie, les élections le 26 septembre cette année. Il y en aura d'autres, des élections régionales, il y aura d'autres tests, mais je crois que le parti de Merkel ne peut pas aujourd'hui se payer ce luxe d'attendre, et une décision pourrait être prise assez rapidement. Alors on lit notamment dans les commentaires, dans la presse locale, que Markus Söder, qui est donc le candidat tout désigné de la Bavière et qui pourrait être à nouveau un candidat bavarois à l'élection, cette fois fédérale en septembre, pourrait gagner des points puisque la stratégie actuelle ne fonctionne pas. Moi, ce qui m'intéresse encore peut-être plus, c'est quel aura le contour et les priorités d'un possible gouvernement, que la CDU y soit ou pas, après septembre en Allemagne. Et les Verts, évidemment, confirment leur remontée, confirment leur position de premier parti national en Allemagne. Dans quel cadre? Peut-être une coalition avec justement le parti conservateur. C'est tout l'enjeu des négociations qui, à mon avis, vont accélérer désormais dans les semaines qui viennent et pourraient aboutir à une décision assez rapide finalement de la CDU pour nommer un autre candidat aux élections que son leader actuel. Bon, ce sera la grande séquence politique de cette année, les élections fédérales en Allemagne cet automne. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous le lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Fin de cette édition de la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.